Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui, je reçois Julie. Julie, c'est une vraie pile électrique. Vous allez d'ailleurs vous en rendre compte. Et c'était plutôt agréable parce que cet épisode a été très facile à monter. Julie, elle s'est lancée à la sortie de ses études complètement en freestyle, sans savoir ce que ça allait donner. Et au final, aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise, d'un duo, super connu sur les réseaux sociaux et elle cartonne. Elle est au top. Bonjour Julie. Bonjour Emmanuelle. Tu vas bien ? Ça va, merci. Et toi ? Oui, ça va, merci. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît ? Alors moi c'est Julie, je suis associée parce que évidemment c'est compliqué de me présenter seule puisqu'aujourd'hui je suis partie d'un duo d'associés avec Julia. Notre entreprise s'appelle GNJ et au quotidien on aide et on accompagne les freelances et les entrepreneurs à se développer, à développer leur entreprise sur le web. Et ça passe grosso modo par des méthodes d'organisation, des stratégies marketing et aussi tout ce qui a trait au mindset et voilà, pour vivre une aventure entrepreneuriale sereine, efficace mais sereine et pleine de kiff. Ça fait combien de temps que vous êtes associés ? Ça fait depuis fin 2019. Ok. Tu nous expliqueras un petit peu cette association justement parce que souvent ça fait peur. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as fait avant tout ça ? Alors, repartons du coup du parcours universitaire. J'ai une licence de lettres modernes. À peu près rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. À l'issue de cette licence, j'étais un peu perdue. Je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. J'avais aussi peu de portes qui s'ouvraient à moi. Hein. C'était majoritairement des concours à passer ou poursuivre, parce que j'avais pas forcément envie ni master ni quoi que ce soit. Donc j'ai pris un petit job alimentaire en me disant je vais trouver quelque chose, je vais trouver ma voie. Et pour tout te dire, j'étais partie pour passer le concours de bibliothécaire. Voilà, je commençais un peu à travailler ça de mon côté, en même temps que j'étais donc surveillante dans un établissement privé. D'accord. Et puis, c'est une rencontre avec, à l'époque, le copain de ma meilleure amie, qui lui occupait un poste à haute responsabilité chez Michelin, et qui a tout quitté pour devenir entrepreneur. Au début, il faisait de la création de sites web, puis il a monté un e-shop, etc. Donc j'ai suivi un peu ça de manière amicale. Ouais. Et comme la rédaction, à la base l'orthographe seulement, c'était pas du tout son truc, voilà, en échange d'apéros ou de soirées, je lui corrigeais ses contenus pour le web. Mais à la base, c'était vraiment juste de la syntaxe, de l'orthographe. Et je me suis rendu compte que c'était quand même pas comme rédiger une dissertation à la fac, c'était quand même d'autres méthodes. Et voilà, ça m'a juste interpellée. Et lui, il m'a dit, mais écoute, t'as l'air d'être quand même à l'aise avec ça. Ce métier-là de rédactrice web n'existait pas à l'époque. Oui. Là, on est en 2009. Ah ouais, 2009. Voilà. En fait, à l'époque, sur le web, tu étais à la fois producteur de contenu, webmaster, développeur. Tu essayais de toucher un peu à tout quand tu crées un site web. Et voilà, ces métiers spécifiques n'existaient pas. Et il me dit, tu sais, si moi j'ai ce besoin-là, je pense que tous les acteurs du web, peu importe finalement ce qu'on fait sur le web, ont besoin de ce pôle d'activité qui vraiment est juste rattaché à la base à la rédaction. Mais après, derrière, on connaît l'enjeu de la rédaction sur le web, c'est bien sûr le référencement naturel. Et il m'a dit, franchement, je te verrais bien là-dedans. Si ça te dit, moi je connais le statut d'auto-entrepreneur, c'est rapide, c'est facile à créer. Tu peux peut-être tester ça en même temps que tu te formes, parce qu'il y a quand même des connaissances à acquérir. Et c'est ce que j'ai fait. Donc d'un côté, je n'avais pas de contre-argument pour ne pas essayer, et d'un autre côté, j'avais pas non plus quelque chose auquel je m'accrochais et qui comptait pour moi à ce moment-là. Donc, j'ai suivi ce plan-là. Je me suis mise auto-entrepreneur, je me suis formée à ses côtés un peu parce qu'il avait quand même une connaissance du web que moi j'avais pas. Et puis après, sur la partie vraiment purement SEO, rédaction. Il y avait déjà des formations à l'époque sur ces sujets quand même ? Alors, il y avait de la lecture, on va dire. Donc, il y avait des blogs, j'ai lu des bouquins. Et puis, j'ai suivi un accompagnement avec un expert SEO qui, oui, était un peu précurseur dans ce domaine-là. Ah ouais. Et qui nous a, lui, c'est-à-dire cette personne-là dont je te parle depuis le départ, qui s'appelle Jérôme, et moi, il nous a vraiment accompagnés tous les deux parce que Jérôme, il avait aussi besoin d'avoir finalement cette connaissance globale du fonctionnement et des enjeux. Et c'est comme ça, après, évidemment, ça, c'est juste tu reçois l'information, et après, il faut l'expérimenter, il faut essayer, quoi, et mettre les mains dans le cambouis. D'accord, ok. Est-ce que tu dirais que c'était un déclic quand il t'a parlé de ça ? Est-ce que tu t'es tout de suite dit, ouais, pourquoi pas ? Ou est-ce que tu as eu des freins ?
Alors, sur le métier en lui-même, en fait, comme tout était inconnu, à la fois sur le statut d'indépendant et le métier, j'avais pas de frein psychologique, juste de la peur, en fait, où tu te disais, oh là là, dans quoi je m'embarque? Ouais. Mais j'avais cet attrait pour l'écriture depuis toujours, donc je me disais, ok, ça fait sens. Et le statut d'indépendant, je me suis dit, ben, pourquoi pas, en fait, je me vois pas fonctionnaire. J'étais partie pour un Et oui, lettre, t'étais quand pas, même, ouais, c'est c'est clair. ça. Je me vois pas faire la même chose pour une seule entreprise. Ça, c'est des choses que je verbalise aujourd'hui avec le recul. Mais je pense que tout ça, c'était déjà un petit peu en moi, sans que forcément j'arrive à l'identifier. Et en fait, juste cette porte ouverte de moi, je me suis dit, j'ai aucune raison de pas essayer. Et t'avais quel âge à l'époque? Alors, c'est une très bonne question. 2010, j'avais 20... Je suis née en 1986. J'avais 24 ans. D'accord, ok. T'étais dans quelle situation familiale à cette époque? Alors, j'étais simplement en couple depuis très longtemps. Donc, on était deux, on habitait à deux, ce qui faisait que j'avais effectivement cette partie risque de ne pas générer de revenus tout de suite. Voilà, je pouvais être épaulée par mon compagnon de l'époque, mais j'étais sans enfant encore. Voilà, je sortais juste, ça faisait 1 an que j'avais terminé ma licence. Donc j'étais quand même très très jeune et un peu freestyle comme je Ouais. le style encore un petit peu aujourd'hui. Mais voilà, et c'est en 2010 que j'ai créé mon statut et que je suis devenue rédactrice web et que j'ai fait ça jusqu'à ce que je m'associe à Julia après 9 ans plus tard. Quand alors ton conjoint a vécu ça un peu de l'intérieur, donc j'imagine que tu l'as rassuré ou qu'il a eu peur en même temps que toi. Oui, c'est un peu ça. Mais tes parents, ton entourage, tes amis, comment ça s'est passé? Alors à part l'ami qui te l'avait suggéré, mais sinon. Ouais, lui, il avait déjà en fait cette culture, je pense, entrepreneuriale en lui, c'est clair. Ma sphère amicale et ma sphère familiale n'avaient... Alors, mon père, il a créé des entreprises dans son passé, mais c'était des choses... Voilà, il était commercial, donc c'était vraiment des entreprises physiques, ça avait rien à voir avec le web. Au-delà de ça, moi, j'ai pas reçu une culture de l'entrepreneur, de créer des projets, donner vie à ses idées. Ça a jamais été quelque chose que j'ai reçu dans mon éducation. Ils ont eu peur, je pense, mes parents, comme je pense n'importe quel parent. Ouais, je pense aussi. Mais je pense qu'ils m'ont surtout fait confiance en se disant que ils me connaissent, en sachant que je suis pas quelqu'un d'incohérent ou d'insensé. C'est-à-dire, je vais pas me jeter dans la gueule du loup si je sens pas que je peux... Qu'il y a moyen. Voilà, qu'il y a moyen de moyenner. Donc, bon, ils m'ont fait confiance tout en ayant peur forcément pour le futur, mais ils se sont dit aussi, ok, c'est pas le pari d'une vie. Ouais. Si ça marche pas dans quelques mois, elle pourra trouver autre chose. Je pense qu'ils ont accepté de me faire confiance sur le test du format, en fait, en tout cas. Et quand ils ont vu que c'était un métier qui pouvait me plaire, juste dans leurs yeux, j'ai vu un peu des lumières en se disant, ok, notre fille, elle est en train de créer son propre métier en créant sa propre aussi micro-entreprise, et ils ont trouvé ça chouette. Donc Ouais, ils devaient être fiers. Ouais. Tu es devenue maman quand tu étais entrepreneur. Oui. Comment s'est passée la décision parce que déjà, la décision de faire un enfant, c'est une vraie décision, mais encore plus quand tu es entrepreneur. Comment ça s'est passé pour vous? C'est un hasard de la vie. C'était pas du tout au programme, en tout cas pas à ce moment-là. Voilà, pas à ce moment-là. Donc là, on est en 2014, donc 4 ans plus tard. Je vis déjà de mon activité. En fait, pour être très honnête, alors en fait, ce qui était génial dans cette aventure, c'est que je me suis lancée, j'ai appris mon métier, et tout de suite, cette personne-là a été mon premier client. En fait, elle a accepté de me faire confiance parce qu'elle m'a aussi poussée à me lancer. Donc elle m'a dit, moi, je suis là, si évidemment que je vais faire appel à tes services. Donc ça m'a permis d'avoir un pied à l'étrier qui était quand même précieux quand tu commences. Et puis j'avais la chance effectivement d'être dans un secteur en émergence totale, c'est-à-dire que tout se créait à ce moment-là. Donc j'avais peu de concurrence quand j'ai voulu positionner mon site web, mon petit site vitrine de l'époque. Voilà, j'avais très peu de concurrence. Et puis le bouche à oreille a très vite marché aussi sur Clermont. On est dans une petite ville. Et c'est vrai que le besoin commençait vraiment à grossir. Donc j'ai quand même... Ça a été assez facile finalement de constituer mon premier portefeuille de clients et d'enchaîner l'émission sans que je me retrouve dans un creux de la vague. D'accord. Donc quand cette surprise de baby est arrivée dans nos vies, on a pesé le pour et le contre et on s'est dit que finalement il y avait pas... On était prêts, c'était juste pas notre projet tout de suite à l'instant T, mais on était prêts aussi bien dans notre couple à nous et ben voilà, se dire que moi ça y est, mon activité était lancée et que toujours mesurer les risques, si jamais mon activité s'écroulait ou que ça marchait plus, il était là aussi pour compenser. Donc, on s'est dit, ok, allez, let's go. D'accord, ok, super. Donc là, on est en 2014. Tu t'arrêtes combien de temps? Parce qu'on sait que l'arrêt maternité est pas au top du top. Je sais même pas vraiment le souvenir de m'être arrêtée.
Alors, en termes de semaines, je sais plus à combien on avait le droit, je t'avoue, ça remonte à tellement loin que je Ouais. crois que c'était peut-être 4 semaines avant l'accouchement, avant le terme, et ensuite de nouveau 4 semaines, quelque chose comme ça. Ouais, ça devait pas être bien plus gros, ouais. Non, et au final, je me sentais bien, voilà, physiquement j'allais bien, donc oui, j'ai pris ce congé-là quand j'ai pu le prendre, mais je travaillais encore de chez moi, je gardais un œil sur, ben voilà, tout ce que j'avais un peu laissé en suspens, mes clients, je continuais de les suivre, j'ai continué à prospecter aussi dans le même temps, donc je me suis jamais vraiment arrêtée. Puis après, j'ai profité forcément des premiers moments avec Inès, mais très vite, j'ai travaillé avec elle à côté de moi. Ouais. Voilà, un nouveau-né, c'est quand même assez, tu peux cumuler les deux responsabilités en même temps. Puis après, elle a été à la crèche, je crois qu'elle avait, une fois que j'ai arrêté l'allaitement, en fait, donc elle devait avoir 6 mois, quelque chose comme ça. Et là, j'ai pu reprendre une place dans un espace de coworking et vraiment reprendre un rythme plus soutenu. Mais j'ai pas la sensation de m'être vraiment, vraiment arrêtée. Tu nous parlais de Julia, parce qu'effectivement, aujourd'hui, Julie et Julia, eh ben, c'est un duo. Comment tu as rencontré Julia? Alors, dans un espace de coworking, et de nouveau, avec cette même personne, ce fameux Jérôme, qui à l'époque cherchait quelqu'un pour nous aider à grandir un peu l'équipe, et il cherchait un profil un peu couteau suisse pour gérer à la fois le service client, donc il avait une boutique en ligne de matériel de coiffure, et il fallait quelqu'un qui sache un peu manier les outils du web, donc quelqu'un qui soit assez familier de tout ça, et en même temps qui puisse gérer l'humain, c'est-à-dire voilà, le service client, les retours produits, etc. Et voilà, on est tombé sur le profil de Julia sur Malte. Elle, à la base, elle est community manager à ce moment-là. Donc, ben, finalement, il la recrute pas du tout pour ses compétences, en tout cas pour lesquelles elle se vend sur la plateforme. Mais en fait, le match, et aussi, je pense que Julia, elle a vu l'opportunité d'intégrer une équipe déjà en place dans un système de e-commerce qu'elle connaissait pas Mhm. forcément et qu'elle a Ouais. trouvé ça aussi hyper intéressant. Et en termes de personnalité, ça a tout de suite bien fonctionné. Donc, elle nous a rejoints. Et la condition, c'était effectivement de pouvoir venir travailler quelques jours avec nous sur l'espace de coworking pour qu'on soit dans les mêmes pièces, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, même si du coup nos activités à ce moment-là se croisaient pas du tout pour ce client-là. Mais bah oui, pause café, Ouais. des petits potins, après ça avait des soirées, et puis on a fini très bonnes copines, jusqu'à se rendre compte quand même que on avait des compétences complémentaires, similaires complémentaires. Elle sur la partie vraiment gestion, animation de réseaux sociaux, calendrier, édito, stratégie, et moi sur la partie vraiment rédactionnelle pour le coup. Et donc, c'est là qu'on a commencé à se dire, attends, peut-être qu'on peut proposer des prestations en commun à nos clients, prendre des plus grosses missions aussi, et doubler finalement nos chances de se rendre visibles. Donc, on a commencé à en fait, à se greffer l'une et l'autre sur nos clients respectifs. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, on s'est dit, attends, il y a encore un autre format, on pourrait éventuellement tout regrouper au sein d'une même société. Il y avait à ce moment-là aussi les limites de nos micros en termes de plafond, Ouais. en termes aussi parce que c'est pas le statut le plus adapté pour déléguer, pour sous-traiter. Nous, on s'est retrouvés après avec un volume d'activité qui était quand même assez soutenu, on n'arrivait plus forcément à tout gérer. Et elle, dans le même temps, elle avait aussi commencé à développer son blog, idon'tthink.fr, sur lequel à la base, elle documentait son quotidien de freelance avec des billets. Puis elle a commencé à avoir envie, pardon, de donner des conseils et d'essayer d'accompagner les futurs freelances ou les freelances comme elle à adopter des stratégies, à essayer de professionnaliser leur Ouais. activité. Et elle a commencé à créer des programmes en ligne qui au départ étaient par exemple des programmes suivis sur une séquence email. Enfin, ça a pris plein de formes, pas du tout la forme qu'on a choisie aujourd'hui. Et elle aussi, elle s'est retrouvée un peu à un moment dans son activité à se dire est-ce que je continue à faire ça toute seule ou est-ce que je choisis aussi entre la prestat de service et ce que je fais sur le blog. Elle avait pas forcément envie de choisir et puis surtout elle s'est dit c'est l'opportunité de faire rentrer quelqu'un dans ces idées-là et de faire plus, de faire mieux et d'avoir une autre personnalité parce qu'on est quand même extrêmement différentes avec Julia. Donc Et voilà, puis, elle vous m'a avez pas le même âge. non, on a 4 ans d'écart. Ah, je croyais C'est qu'elle pas était beaucoup plus jeune. non, elle est née en 90 et moi en 86. D'accord, Donc ok. en vrai, il n'y a pas de fossé. Ouais. On se comprend quand même plutôt bien, mais on n'a pas le même âge, on n'a pas du tout La même vie. exactement, elle Ouais. n'est pas du tout maman, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, pas la même personnalité, voilà. Mais c'est ce qui fait aussi, je pense, La force de ouais, votre duo, ouais, et c'est sûr. l'émulsion autour de tout ce qui peut émerger finalement de nos deux cerveaux. Alors, la décision est arrivée à vous Ouais. de vous associer, mais vous n'avez pas eu peur que ça mette en péril votre amitié, justement? Forcément, ça a été abordé.
je peux pas dire que c'était une peur en mode oulala, enfin c'est un vrai risque qu'on prend. On l'a abordé parce que c'était évident, on s'est dit attends, on est quand même très potes, on se connaissait pas non plus depuis tu vois toute la vie, c'est pas une amitié d'enfance. Mais il y avait le côté challengeant qui prenait le dessus aussi. Pour elle, c'était vraiment une opportunité de continuer à faire ce qu'elle aimait sous une autre forme, avec moins de poids aussi sur ses épaules à elle seule, et de pouvoir se développer, d'imaginer d'autres choses. Et moi, c'est arrivé à un moment de ma vie, donc c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment pas un élément déclencheur, c'est un ensemble de facteurs où on s'est dit, ok, les astres sont alignés en fait. Et moi, je commençais, tu vois, à me sentir un peu arriver au bout aussi de ce que je faisais toute seule en micro, pour des prestations un peu toujours similaires. Le SEO, ça se ressemble, tu vois. Je commençais un peu, pas à m'ennuyer, mais à me dire qu'il fallait quelque chose un peu pour me réveiller. Et je me suis dit, c'est l'occasion. Moi, il faut savoir que l'univers de la création des formations en ligne, j'étais pas du tout... Ah bah c'est complètement différent, effectivement. Complètement. Ça faisait quand même déjà quasiment 2 ans que je suivais Julia, mais en backstage. Moi, je rigolais avec elle de tout ça. C'est-à-dire que je suivais ça de très loin. Le fait de se rendre visite sur Instagram, de faire des stories, tout ça, c'était mais complètement étranger pour moi. Et en même temps, j'étais curieuse, ça me faisait beaucoup rigoler. Et je me suis dit, bah voilà, finalement, ça réunit plein à la fois des envies et des constats que je peux tirer sur mon quotidien. Donc, feu. Donc oui, pour répondre à ta question, on l'a abordé et on s'est dit que c'était avant tout de notre responsabilité finalement de ne pas altérer cette amitié et de pouvoir arriver à mélanger nos deux univers, à la fois le côté perso et le côté très pro. On a des valeurs, en fait c'est ça qui fait que on s'est mis tout de suite d'accord, c'est que le socle commun, il est, comment dire ça, non négociable. Les valeurs telles que la communication, l'authenticité, être honnête envers l'autre et ne pas attendre pour dire les choses, tu vois, tout ça faisait que finalement on s'est dit ok, on va tenter et s'adapter, et si on se rend compte qu'à des moments ça ne va plus, bah on saura se le dire, et soit on change, on module, on pivote, soit on arrête. C'est pas une fatalité non plus en soi. Justement, quand on vous voit sur les réseaux, on n'a pas l'impression que vous vous engueulez des fois. Alors, pour être honnête, on ne s'engueule pas. Vous êtes toujours d'accord Non, pas du tout. Non. On n'est pas toujours d'accord, loin de là, mais en fait, je sais pas comment dire, tout se fait assez naturellement. Donc autant quand l'une et l'autre on hallucine sur ce que l'autre est en train de dire en disant attends, là je suis pas du tout d'accord, ou t'oublies ça, ou moi ça me va pas comme ça. Tout est une question après de compromis, de discussion. Oui, c'est comme dans un couple. Exact. C'est très souvent qu'on fait ce parallèle-là et on dit qu'on est mariés, mais c'est exactement ça. C'est l'écoute, le respect de l'autre, c'est-à-dire ok, cette personne, elle pense comme ça parce qu'elle a aussi ces traits de caractère-là, que pour elle ça compte. Il peut y avoir plein de facteurs à un désaccord finalement. Donc on compose, compromis, je suis pas très fan, mais on compose parce que du coup chacun apporte son regard, l'autre l'entend, et finalement on arrive toujours à trouver le moyen de faire un truc qui nous convienne à toutes les deux. Et il y a l'aspect aussi confiance, parce que même si parfois l'une des idées de Julia peut me faire peur, ou me dire attends, je suis pas sûre, donc déjà on communique beaucoup, donc forcément après on façonne ça à notre image à toutes les deux, puisqu'on doit porter cette idée toutes les deux ensuite. Mais en plus, il y a l'aspect aussi où écoute, ok, j'accepte de te faire confiance et on verra. Et dans tous les cas, on est là toutes les deux pour le gérer. Donc non, on ne s'engueule pas. On se dit beaucoup de choses. Et la clé, c'est vraiment de le dire en temps réel, de pas attendre que ça mûrisse ou que ça se transforme après. Un petit peu c'est sûr. Mais non, on s'engueule pas. Et pourtant, vraiment, je te jure, on est extrêmement différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors, une semaine type, non, mais je veux dire, la semaine où tu as Inès et la semaine où tu ne l'as pas, qu'est-ce qui diffère dans ton emploi du temps? Oui, on l'a pas précisé quand même pour les gens qui nous écoutent, mais aujourd'hui je suis plus avec le papa de ma fille, donc on est effectivement en garde alternée. J'ai envie de te dire que ça change tout dans la mesure où je pense plus, je réfléchis plus de la même manière. Quand j'ai ma fille, déjà je suis cadrée par des horaires. Je la dépose le matin, je sais que entre le moment où je la dépose et le moment où je la récupère, je dois tout faire rentrer. Donc je n'ai pas le choix de me dire attends, je vais peut-être faire ça avant, puis au pire je verrai ça plus tard, ça ne marche pas. Donc voilà, pour préserver aussi mes soirées avec elle et puis ma santé mentale, on va pas même ma santé physique, j'essaye de respecter ça. Il y a des fois où ça marche, où je suis très contente d'une semaine qui vient de se dérouler, je me dis qu'écoute, j'ai été performante à tous les niveaux, et il y a des moments où ça va pas du tout, ça c'est la vie, je veux dire voilà, il y a des choses que tu maîtrises pas, ce qui se passe en toi aussi, parfois ton mood et tout, ça joue beaucoup, bon voilà. Et du coup voilà, je suis cadrée par ça, donc je me laisse pas le choix finalement que de fonctionner autrement quand je l'ai. Et quand je l'ai pas, du coup c'est l'inverse, je m'autorise beaucoup plus de choses, beaucoup plus de souplesse dans la manière dont je structure mes journées.
Si j'ai envie de travailler le samedi parce que mardi après-midi, j'ai eu envie de partir faire du shopping, je le fais aussi. Je vais pas te mentir, ça n'arrive pas souvent. Jamais. Parce que les projets sont aussi hyper stimulants. Donc voilà, je suis quand même un peu la tête dans le guidon. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Finalement, c'est aussi, j'ai accepté cette schizophrénie psychologique parce que il y a aussi le côté où je me consacre totalement à ma fille sur mes temps en dehors du travail. Donc je vois très peu d'amis, je sors pas, voilà. Et l'autre semaine, là tout est permis. C'est un peu plus, exactement. plus facile. Donc voilà, c'est une schizophrénie à la fois de l'emploi du temps et de l'organisation et aussi de ma personnalité parce que je me comporte plus du tout de la même manière et je fais rentrer en fait tout ce qui est important pour moi, je le fais rentrer dans cette alternance aussi, tu vois. D'accord, ok. C'est quoi pour toi la définition d'une entrepreneur? Je pense que s'il y avait eu une définition universelle, ce serait à la fois hyper triste parce que je pense que chacun voit l'entrepreneuriat comme bon lui semble. Je pense que c'est avant tout une question aussi de quelles sont tes ambitions. C'est-à-dire, entrepreneur, pour une personne, ça peut vouloir dire créer des projets par centaines, ne pas avoir peur de couler des boîtes, etc. Alors que ça peut aussi vouloir dire faire sa petite popote dans son coin sans jamais changer de statut ou ne pas avoir de grandes ambitions ni en termes de chiffre d'affaires, ni en termes d'évolution ou de croissance. Donc je pense que chacun y place sa propre définition. Après, il y a quand même selon moi un ADN. Tu vois, il faut pour moi de la curiosité, de la passion, il faut aussi savoir s'auto-gérer, parce que tout ne tient qu'à toi, à la fois dans la motivation, la détermination, et à la fois dans les responsabilités à assumer. C'est pas toujours facile, c'est pas que de la joie, que des réussites. Donc voilà, avoir une certaine force mentale et des capacités de résilience, je pense, parce que jamais le chemin est tout droit, on va pas se mentir. Donc voilà, il faut savoir rebondir, accepter, encaisser et transformer. Donc je pense que c'est plus un mélange de tout ça. Ok. Qu'est-ce que tu dirais justement à une fille qui est en train de réfléchir à se lancer ou qui vient de se lancer? Il y aurait plein de conseils, c'est difficile d'en donner un. Je dirais que pour moi, en fait, parce que j'allais dire, il faut savoir s'affranchir un peu de ses peurs pour oser se lancer, il faut prendre des risques, tout ça. Mais ça, c'est un peu de la théorie, c'est facile à dire. Je pense que pour pouvoir ne pas se laisser paralyser par ses peurs et en même temps passer à l'action, je pense que le meilleur moyen, c'est de commencer simple. De commencer avec une offre simple, un positionnement simple, une cible qui est clairement identifiée mais qui est simple. Tout est facile à proposer. Tu sais à quel problème tu réponds avec quelle solution. Et tu n'as pas besoin d'un milliard d'outils, d'un milliard de matériel. Voilà, commencer simple. C'est le meilleur moyen finalement de commencer quelque part. Parce que c'est ça un peu parfois... Quand tu te poses un milliard de questions, soit tu tergiverses, tu lances jamais rien, soit tu veux trop tout de suite. Et dans ce cas-là, tu te perds un peu dans le chemin. T'as eu la sensation de prendre un risque, toi, quand tu t'es lancée? Comme je t'ai dit, c'était tellement les prémices, à la fois du statut de freelance en lui-même, la micro-entreprise, c'était tout nouveau. Je crois que j'ai pas mesuré les risques. C'est ça, ouais. C'est ça. J'ai pas la sensation d'avoir joué ma vie. Et puis je me disais tellement, ok, c'est un test. C'était tout l'avantage de ce statut, c'est que tu n'as pas d'investissement. Si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu ne payes pas de charges. Donc je me dis, ok, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je recommencerai autre chose et pourquoi pas le salariat. J'avais aucun goal ultime où je me disais si je l'atteins pas, c'est la fin du monde pour moi, je serais trop déçue de moi et tout. C'était vraiment un test, un vrai test. Ouais. Et puis c'est sûr que on n'a pas pris le même risque que certaines. Alors moi, je suis comme toi, j'ai pas pris de risque financier dans le sens où j'avais pas d'investissement. Mais c'est vrai que dans le réseau, on a des filles qui investissent beaucoup d'argent, notamment pour monter des boulangeries, des chocolateries. Enfin, c'est des investissements colossaux. C'est clair. Et là, pour le coup, tu mets vraiment en danger un peu tout le monde, quoi. Oui, c'est sûr. Et c'est là où il y a une grosse différence entre les business physiques avec de la gestion de produits, de stock, de la logistique, les fournisseurs, etc. Et de la prestation de service où c'est vraiment que l'intellectuel que tu vends finalement et ton temps. Donc effectivement, là, les risques sont beaucoup plus mesurés. C'est sûr. Tu fais pas partie du réseau, mais je ne t'en veux pas. J'aimerais savoir si tu fais partie d'un réseau et si oui, pourquoi et sinon, pourquoi. Alors non, on fait pas vraiment partie d'un réseau, c'est-à-dire il n'y a pas un abonnement chez nous récurrent ou etc. Mais on est toujours ouvert finalement à participer à des événements ou à interagir au sein de communautés en ligne. On est beaucoup plus effectivement sur le digital. Je pense que les 2 dernières années qui viennent de s'écouler nous ont naturellement redirigés vers des événements plutôt virtuels.
en fait, on n'a jamais eu l'occasion de trouver quelque chose qui nous correspondait à 100%. Donc, on a toujours été de la team on donne et on prend un peu partout. C'est toujours l'idée, c'est toujours une communauté ou un réseau, c'est toujours donner et recevoir. Pour nous, ça marche comme ça. Donc, que ce soit pour aller intervenir dans des événements qui sont liés à un réseau ou à une communauté, ou pour assister à des événements, recevoir des conférences, etc. On préfère finalement choisir en fonction soit du contexte, soit des affinités aussi, parce qu'on a plein de copains qui vont créer des communautés géniales et que ça nous fait plaisir d'y participer voilà, de manière ponctuelle, plutôt que de s'engager vraiment sur un seul truc et de devoir s'y tenir. Voilà, comme on est un peu aussi très... j'allais dire un mot qui est pas du tout le bon. On se laisse porter par nos idées, par les lubies, par ce qui se présente à nous. Donc on n'a jamais eu envie de s'investir à 100% dans un seul et unique réseau. Et ça vous apporte quoi justement de vous associer à certains événements? De la diversité à tout point de vue, humaine. Tu rencontres plein de gens différents que tu n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer selon le contexte en fait et selon les opportunités. Tout peut changer d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue cérébral. Tu t'ouvres à des thématiques qui n'étaient pas forcément les tiennes. Tu apprends énormément au contact des autres. Voilà, et puis des collaborations, pour le coup vraiment professionnelles, que ce soit des collabs gratuites, ouvertes à tous, ou des choses beaucoup plus structurées qui font partie finalement d'une stratégie business aussi à un moment de notre année. Tu vois, c'est de la diversité et beaucoup d'opportunités, de richesses. Voilà, autant, enfin dans les deux sens, tu vois, autant dans ce qu'on donne que dans ce qu'on reçoit. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter? Bon, je pourrais en parler pendant des heures, moi, tu vois, mais moi, je sais pas, je me dis que il y a un moment donné où j'ai eu peur, parce que finalement, on remonte à 2010, donc il y en a eu du chemin de parcouru. Je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, peut-être que cet écosystème de freelance, etc., va être saturé à un moment donné, parce que tout le monde a entendu parler de ça a généré de l'engouement, et effectivement, ça représente tellement d'avantages, finalement, d'être à son compte, de donner vie à ses propres idées, de diriger une entreprise selon ses propres règles, c'est hyper magique en fait. C'est clair. Et je me suis dit, ok, dans de la prestat de service, est-ce que ça va pas être saturé à un moment donné? Et en fait, je me rends compte que le web ne cesse de se révolutionner, tu vois, on prend des tangentes et à chaque fois que le monde change, le web est l'acteur principal de tout ça. Donc je trouve ça trop beau d'assister à ça au quotidien, de voir tous ces changements. Là, on parle du Web3 avec toute la crypto, les NFT. Je trouve ça passionnant parce que ça nous pousse aussi, nous, à nous renouveler en permanence. C'est sûr. Et ça me convainc dans l'idée que j'avais à la base, c'est-à-dire qu'il y aura toujours de la place pour tout le monde et qu'il y a de la place pour toutes les idées. Et je trouve ça très chouette. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!